Des millions, vous êtes charmante. Vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Larmina? Où est l'argent? Où est l'argent? C'est mon pognon, c'est rien ici. En fait, je viens retirer de l'argent. Amis, ouvrez vos cœurs, non n'ayez pas peur, l'argent ne fait pas le bonheur. Shut up and take my money. Oh, Félix Spanghero. Bonsoir messieurs. Alors qu'on entend le stade de Nevers, merci Quentin, d'Aix-en-Provence. On va parler de la Champions Cup, financièrement viable, sportivement discutable. La Champions Cup peut-elle maintenir cette formule? C'est vrai que Félix Spanghero, la Champions Cup ne parvient pas à emballer sportivement les supporters et certains clubs d'ailleurs jusqu'en quart de finale. Pourtant, le PCR souligne régulièrement un engouement fiable qui se traduit en résultats économiques et financiers positifs, voire même entraînant. Mais jusqu'à quel point, Philippe? Quels sont les derniers résultats d'ailleurs? Attaquons là-dessus. Et sont-ils aussi bons que prévus? Alors, ils sont aussi bons que prévu. On va parler de pourcentage et de nombre. On a du mal à mettre des montants. Le PCR communique difficilement sur son budget, les reversions faites aux ligues qui participent à la compétition. Mais on a quand même des idées, des échelles à quelque chose près. Donc, c'est encore un succès populaire, cette compétition cette année, avec une augmentation d'affluence dans les stades en hausse continue et régulière. Parce que, par exemple, pour vous citer la saison, il y a seulement 3 ans, juste avant la finale, il y avait eu 1 million de spectateurs dans les stades. Et aujourd'hui, le PCR communique après ses huitièmes de finale sur 931 000 spectateurs. Donc quand on voit ce qui va se passer et les stades qui vont accueillir les matchs des phases finales à venir, on va exploser ces chiffres-là. Donc il y a une hausse très régulière et stable de l'affluence dans les stades. Donc ça donne un indicateur très positif, on y reviendra tout à l'heure, et pour les diffuseurs et aussi pour les sponsors. Ça, c'est le premier point. 931 000 spectateurs dans les stades jusqu'à présent, depuis le début de la compétition. Et c'est aussi un succès en termes d'audience, puisque au niveau britannique, au Royaume-Uni, avec Prime Sport, c'est plus 27% d'audience par rapport à la saison dernière, ce qui est beaucoup. Et en France, avec beIN notamment, c'est plus 15%. Alors, tiré là aussi, un peu comme le top 14 avec le diffuseur Canal+, par le Stade Toulousain, qui explose à chaque fois les records d'audience des matchs depuis le début de la saison, avec notamment des pics sur beIN à 330 000 téléspectateurs, ce qui est beaucoup pour beIN par rapport à son nombre d'abonnés. Donc voilà un peu les chiffres. Donc sur ces bases-là, si on s'arrête là-dessus, on peut se dire que cette compétition est solide sur ses bases, solide dans son projet de développement et qu'elle attire le public. Donc on parle quand même de différentes rentrées d'argent, de la billetterie, du sponsoring, des audiences télé, du naming aussi, puisque c'est l'Investec Champions Cup. Qu'est-ce qui est la rentrée d'argent la plus fiable et la plus solide? Alors la plus fiable, clairement, c'est les sponsors. Parce que on va parler maintenant des failles de cette compétition, de ce qui fait qu'elle doit encore renforcer ses bases et sa solidité. On voit aujourd'hui que dans le modèle du sport professionnel, les droits télé prennent une importance majeure, même dans le rugby, qui était sur un modèle très différent de celui du foot, qui reposait beaucoup moins sur les droits télé. Et on a fait plusieurs chroniques à ce sujet pour démontrer à quel point, quelque part, ça devient significatif dans le budget des clubs en top 14 et particulièrement en Pro D2. La particularité de cette compétition de la Champions Cup, puisque on parle même pas de la deuxième compétition qui a quasiment aucun impact en termes de revenus d'achat de droits télé, mais c'est que on a été en décroissance, ce qui était vraiment antinomique par rapport aux audiences et au nombre de l'affluence des spectateurs dans les stades. Il y avait eu une période 2018-2022 qui avait été assez lucrative, avec 30 millions de droits télé pour le rugby français, enfin pour la partie France, pardon, pas pour le rugby français, puisque ensuite le PCR reverse à la Ligue, qui reverse au prorata à tous les clubs. Mais donc pour le marché français, 30 millions, 24 millions achetés par beIN et 6 millions payés par France Télévisions. Et ensuite, il y a eu une nouvelle renégociation à l'issue de cette période après 2022, où là, il y a eu une baisse drastique de plus de 50% pour arriver à 14 millions de droits télé.
Donc, bien sûr que c'est pas comparable en termes de nombre de matchs, mais quand vous regardez aujourd'hui ce que paie Canal pour une saison de top 14, bon, c'était du simple à 10 fois plus. Et donc là, quelque part, il y a un point d'interrogation. On se dit, on n'arrive pas à convertir financièrement les audiences télé, l'affluence dans les stades. Ça, c'est un enjeu majeur pour l'organisateur, pour moi, dans les années à venir. Donc, c'est convertir ces audiences, convertir cette bonne santé et cette attraction du public dans les stades aussi, parce que ça devient un socle pour l'économie de la compétition. Ensuite, pour ce qui est des sponsors, les audiences tirent clairement les négociations vers le haut et les arguments commerciaux aussi de l'ayant droit. Et parlons justement, tiens, rapidement des diffuseurs, Philippe, parce que on a quand même deux diffuseurs de cette Champions Cup en France, que ce soit France Télévisions d'un côté et beIN Sport de l'autre, deux diffuseurs qui sont plutôt sur une voie de réduction de budget pour le rugby. Et d'ailleurs, on l'a vu durant le tournoi Destination avec quelques matchs de France Télévisions préalablement alloués à France Télévisions qui ont été revendus à TF1. Est-ce que ces acteurs-là sont aussi positifs que les résultats de la Champions Cup? La problématique, encore une fois, et c'est pareil dans tout marché, c'est la problématique de l'offre et de la demande. Aujourd'hui, la problématique sur le marché français particulièrement, c'est que le PCR n'est pas en position de force. Il n'y a pas d'acteur majeur traditionnel qui est intéressé par ces droits-là. Donc forcément, le PCR n'est pas en position de force dans la négociation. Ce qui est intéressant, c'est de voir la stratégie de l'EPCR pour essayer de contourner ça et pour renforcer sa position dans la négociation en essayant de trouver de nouveaux leviers. On a vu que l'organisateur, le PCR, évoquait éventuellement le pay-per-view, l'achat des matchs à la demande avec de nouveaux acteurs, mais on voit aussi que le PCR communique beaucoup sur YouTube, sur l'accès des matchs sur YouTube. Depuis le début de la compétition cette année, c'est 1,6 million de visiteurs sur la page YouTube de l'organisateur. Donc tout ça, on sait qu'on monétise YouTube avec la pub. L'idée de l'organisateur, clairement, c'est de même potentiellement de devenir autonome et de plus avoir affaire aux médias mainstream traditionnels qui, on le voit, sont sur une dynamique de retrait, de ralentissement, en comprenant très bien que de toute façon, sur ce marché-là, ils sont très peu menacés. Donc quelque part, le prix qu'ils proposeront sera le bon prix. Canal n'est pas une menace, par exemple, parce que franchement, on parle de droits de 7, 8, 10 millions d'euros. Pour Canal, qui fait du rugby peut-être le droit le plus fort de son catalogue après la Ligue des Champions et la Formule 1, il y a quand même peut-être une place à prendre. Potentiellement, mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que, et je pense que tu es bien placé pour le savoir et pour en parler, c'est qu'une fois qu'on a acheté les droits, il faut bien produire. Il faut délivrer un gros produit. Bien sûr. Et donc, par match, ça coûte cher. Donc, il y a des équipes dédiées qui doivent être payées, à l'antenne, bien sûr, mais aussi pour aller produire, pour faire le broadcast. Il y a une charte, bien sûr. Et donc, encore une fois, le montant des droits, c'est le montant officiel qui apparaît. Mais il faut voir tout ce que ça engage derrière si on a décidé de bien traiter le produit. Et donc finalement, là encore une fois, on parle d'une quinzaine de millions d'euros. Donc ok, c'est le prix facial. Mais derrière, si Canal veut garder des standards élevés en termes de qualité de rendu, vous rajoutez des dizaines de millions derrière à l'année en termes de prod et d'équipes à porter. Et donc c'est là quelque part que le bas blesse en se disant pour Canal, finalement il y a quand même un effort qui a été consenti important pour l'évolution des droits, pour accompagner le top 14 dans son évolution globale. Donc ils ont préempté le marché pour encore une période longue et honnêtement aujourd'hui le retour sur investissement pour Canal paraît bon. Donc pourquoi risquer de fragiliser l'équilibre économique autour du rugby avec les Coupes d'Europe? C'est une vraie question. Avant d'aller sur le critère sportif, que disent les Sud-Africains sur le plan économique? Trouvent-ils leur compte? Les Sud-Africains, ils ont trouvé leur compte à travers leur entrée dans l'URC. On en a parlé plusieurs fois. Ils avaient besoin de sécuriser leur modèle économique. C'est un package. C'est un package. C'est-à-dire qu'en fait, quelque part, eux, ils n'avaient pas de velléité à jouer absolument la Coupe d'Europe. Eux, ce qu'ils voulaient, c'était rejoindre l'URC. Puisque rejoindre l'URC, c'était accéder à cette société commerciale et c'était s'assurer des revenus tous les ans qui, à l'échelle de leur économie, étaient importants. C'est-à-dire qu'on en a parlé plusieurs fois, mais aujourd'hui, le budget des Sharks cette saison,
il doit être à peu près de 15-16 millions d'euros, avec un squad de 40 joueurs sous contrat. Donc vous ramenez ça à un club de sérieux de Pro D2 qui ambitionne de monter en top 14. Mais si vous mettez un classement dans le rugby français, c'est un budget top 20. Donc vous voyez qu'on est quand même loin des échelles du très haut niveau des clubs qui prétendent à des titres tous les ans. Et donc à l'échelle de ce rugby sud-africain, l'entrée dans l'URC qui leur garantit 4 ou 5 millions de revenus par an, c'est un tiers de leur budget, de leurs frais de fonctionnement. Et donc ça change la vie. Donc c'est ça qu'attendaient les Sud-Africains au départ. Et après, quelque part, comme l'URC dans sa réglementation générale avait mis en place cette règle de dire que en fonction du classement des équipes dans l'URC, elles étaient reversées directement dans les compétitions européennes, les Sud-Africains ont accepté la règle et ont suivi. Mais la demande du rugby sud-africain, c'était pas de participer à tout prix aux Coupes d'Europe. Mais en effet, de fait, par leur entrée au capital de l'URC, ils y sont. Et ils trouvent ça intéressant parce que, notamment les Sharks avec qui je communique souvent, trouvent que en termes de branding, ça leur amène un rayonnement beaucoup plus fort et en termes de visibilité mondiale, ils trouvent de nouveaux marchés et ils trouvent des synergies avec leur économie locale. Elle n'est pas encore flagrante, mais en tous les cas, cette entrée dans l'URC aura été un bon deal pour les Sud-Africains au-delà des Coupes d'Europe. Alors ça, c'est sur le plan financier. On sent quand même qu'il y a on va dire un modèle viable dont personne ne se plaint trop, même s'il n'est pas parfait. Parlons maintenant du secteur sportif. Écoutons ce que disait cette semaine, enfin la semaine dernière, c'est dimanche, Jean-Baptiste Elissade, notre consultant sur l'attrait sportif, notamment des huitièmes de finale. Moi je vais être un peu vexant, mais moi je trouve que la compétition elle est catasse. Déjà je comprends pas comment tu peux te qualifier en perdant 2 ou 3 matchs en poule. On en arrive à qualifier à peu près le tout venant, ceux qui ont un peu de réussite et puis les meilleurs. Et puis quand les meilleurs jouent, ceux qui ont eu un petit peu de réussite pour se qualifier, il y a 50 points d'écart. Attention à pas désenchanter les gens. Quand les scores sont faits d'avance et qu'on voit à la mi-temps qu'il y a 40 points et que tu peux quasiment éteindre ta télé, aller faire un tour au parc avec tes enfants, sincèrement, tant mieux pour les enfants, on va dire. Jean-Baptiste Elissade qui était sans concession sur la qualité sportive de cette compétition, de cette Champions Cup. Est-ce que ce point de vue est partagé par le rugby français, Philippe ? En partie, malheureusement, et ça c'est l'enjeu de l'organisateur. Honnêtement, pour moi, pour asseoir le produit et sa qualité, sa qualité monétaire, j'ai envie de dire, pour vraiment franchir un cap important, l'enjeu c'est de régler cette problématique. La formule, pour moi, ils l'ont pas trouvée. Jamba a raison, aujourd'hui ça décrédibilise un peu trop le sportif quand vous avez des équipes qui ont perdu 2 fois en poule et qui se qualifient, qui ont même perdu parfois lourdement. On voit que dans cette phase de poule... Sale, par exemple, qui a pris 77 points et qui est maintenant en quart de finale. Oui, donc le problème c'est qu'en fait il y a trop d'impasses en phase de poule. Et en fait ces impasses, elles renvoient l'impression au grand public et même à nous parfois que cette compétition n'est pas une priorité. Et en fait, ça pose une vraie question. C'est-à-dire que je le répète souvent, mais si on compare, on parle de la Ligue des Champions au foot. Et encore une fois, les économies d'échelle sont pas les mêmes. Mais la Ligue des Champions au foot, dès que vous passez les tours préliminaires, vous avez des revenus qui sont importants, match par match, tour par tour. Mais surtout, vous avez des revenus aussi qui sont liés à l'écart dans les défaites ou les victoires. Donc, en fait, ça oblige les équipes à le jouer à fond. Parce qu'il y a toujours une carotte financière importante. Et malheureusement, aujourd'hui, le nerf de la guerre, il est quand même là. Quand on parle avec les grands clubs français, à part ceux qui ont une histoire particulière avec cette compétition et qui font le plein dans leur stade pour tous les matchs de poule, qui remplissent leurs hospitalités, qui font des belles recettes jour de match, au-delà de ça, quand on parle des revenus directs apportés par leur ligue et indirectement du coup par le PCR, c'est encore trop faible par rapport au budget de fonctionnement. Donc il y a un enjeu financier et pour que le PCR le règle, il faudra qu'elle réponde à cette problématique-là sportive en priorité. Et après, on en a parlé aussi récemment, le point d'interrogation, c'est quelle va être l'économie et à quel point
le PCR va être capable de générer un plus par rapport à aujourd'hui avec cette nouvelle formule à venir de la Coupe du Monde des clubs. Oui, parce que là, franchement, cette présumée dégradation de l'attrait sportif, on n'a pas la sensation qu'il nuit immédiatement à la viabilité économique de cette compétition. Mais jusqu'à quand, en fait, Philippe? Parce qu'il y a un moment où ça va coincer, où le sportif ne servira plus assez l'intérêt financier. Je j'ai pas de boule de cristal, mais moi j'ai envie de dire qu'ils ont 3 ans devant eux. 3 saisons après celle-ci, parce que vraiment quand va s'installer dans la tête des gens le fait que en poule ça veut pas dire grand-chose et que vous avez une chance sur 2 en payant votre place 50 ou 60 euros de voir une équipe bis prendre 60 points, des gens vont dire on va peut-être passer notre tour, et des entreprises aussi. Donc c'est le risque de l'organisateur aujourd'hui. Malgré tout, ça reste une belle compétition, et ce débat il est super intéressant parce que même nous les premiers, on se laisse piéger par l'affect qu'on a autour de cette compétition. Je reprenais là pour essayer d'être objectif les matchs de poule. Alors il y a quelques scores fleuves, mais finalement en regardant tout ça, je pensais que c'était plus. Et on a eu le débat aussi, moi j'ai été repris par des gens sur les réseaux sociaux là après le 8e de finale suite au débat qu'on a eu avec Jamba, qui disent vous voyez que le verre à moitié vide parce que sur les 8 matchs qu'on a vus, il y en a eu 5 avec beaucoup d'attractivité sportive qui se sont joués à moins de 10 points d'écart. Donc finalement, par rapport au 8e de l'année dernière, qui était un peu plus décousu de façon globale, là on a quelque chose de plus sérieux sportivement. Et donc en fait, il y a les faits et il y a l'image qu'on a et que véhicule cette compétition. Et donc l'organisateur doit jouer avec ça aussi, c'est-à-dire que il faut faire très attention aux postures, aux effets d'annonce, à la façon dont les joueurs communiquent. Parce oui, qu'il y a mais ça rien ne bouge si financièrement tu prends l'argent, quoi. Enfin, j'ai l'impression quand même que c'est l'argent qui guide toute décision, non? Forcément, à terme, c'est l'argent qui va inciter les clubs à la jouer à fond ou pas. Parce que, encore une fois, c'est vrai qu'on se rend compte aujourd'hui, malheureusement, notamment en poule, qu'à chaque fois qu'il y a un arbitrage à faire, parce qu'on voit que la plupart des clubs n'ont pas la profondeur de banc pour jouer les 2 compétitions à fond, ça c'est une vraie problématique. Et donc, quand il y a des choix à faire, c'est cette compétition qui est sacrifiée. Et ça, forcément, ça dégrade le produit d'un point de vue extérieur. Petit tour de table, on invite tout le monde autour de la table pour s'exprimer. Question pour vous tous et pour vous aussi au 0826 300 300 et pour les auditeurs aussi par texto avec le mot-clé rugby au 72018. Est-ce que vous vous préparez à un changement de format pour la prochaine saison, Quentin Kébenis? Je me prépare pas, mais je l'espère. Cyprien Bétou. C'est un peu pareil, je l'appelle de mes vœux. Mais tu n'y crois pas? Mais je n'y crois pas parce que je pense, comme l'a très bien dit Philippe, c'est surtout qu'il y a des intérêts économiques et que ce sera toujours plus fort maintenant que la compétition, malheureusement. Marius Lefrançois? Moi je ne l'attends pas particulièrement, mais surtout je suis pas totalement d'accord moi avec ce que disait Jean-Baptiste. Je trouve pas qu'elle soit plus attrayante, cette compétition. De toute façon, dans le rugby actuel, on voit bien qu'il y a des équipes qui surdominent, et donc Toulouse et Bordeaux ont surdominé, mais sur le reste des 8e de finale, j'ai trouvé que c'était plutôt serré et plutôt plaisant à regarder. Donc moi, ça me dérange pas tant que ça. Donc après, pour toi, c'est pas nécessairement à cause du format. Pardon de vous couper, mais je pense que Jamba, il a la nostalgie de ce qu'il a vécu. Bah oui. Et honnêtement, j'ai l'impression que il a pas tort. On ne retrouvera jamais ça. Qu'il y avait une effervescence autour de cette compétition. Mais évidemment. Il y a 10 ans, il y a 15 ans, qu'on a perdu. Ouais, mais normalement, ça vient avec les matchs à élimination directe, ça, normalement. Sauf que là, encore en 8e, t'as des affiches qui sont ridicules. Non, mais c'est parce que c'est Toulouse et Bordeaux qui sont nettement au-dessus. Mais après, même le Leinster a pas explosé Édimbourg. Moi, l'année dernière, il y avait eu un 52-0 du Leinster, tu vois, par exemple. En 8e. Oui. Non, mais est-ce qu'on a un point de vue très français sur ce point-là? Peut-être qu'on est, notre point de vue n'est pas partagé par les autres. Les Sud-Africains, à mon avis, ils partagent notre point de vue. Déjà, les Sud-Africains, à partir du moment où ils sont arrivés dans la compétition, les Sud-Africains, ça a complètement dénaturé cette compétition, quoi qu'il arrive. Quand tu te dis qu'il y a des équipes qui peuvent pas aller jouer là-bas, on rappelle, le Leinster n'a jamais fait de déplacement en Afrique du Sud durant cette Champions Cup. Voilà, et puis le Leinster, évidemment, tombe jamais dans la même phase, dans le même tableau que l'UBB ou que le Stade Toulousain, tu vois, il y a quand même des non-sens dans.
Et on termine ce tour de table avec Mathias Merlot, parce que Mathias est concerné aux commentaires du RCT depuis de nombreuses saisons. C'est une compétition qui tient à cœur aux supporters varois. Est-ce que cette compétition, est-ce qu'on doit s'attendre à un changement de format ? Bah moi ce que j'appelle de mes vœux, c'est que les équipes la jouent cette compétition, et notamment les Anglais qui à chaque fois sortir du tournoi à destination mettent une partie des internationaux. C'est ça. Ouais, une partie des internationaux à chaque fois en vacances. Il y en a combien des clubs anglais qui sont qualifiés ? Il y en a 8 clubs anglais sur 10 comme en France, ouais. Ouais, donc voilà, donc, par exemple Leicester qui fait tourner et qui met pas ses meilleures armes sur la pelouse de Bordeaux, ça me dérange. Après moi, en tant que commentateur toulonnais varois, personnellement, je me suis régalé ces 2 dernières saisons. J'ai vu à chaque fois des gros matchs à Mayol, des matchs serrés. Alors certes, Toulon ne domine pas autant que ce que peut dominer Toulouse-Bordeaux, mais moi par exemple, les Stormers, ils sont venus à Mayol il y a une semaine, ils ont joué le jeu. J'ai eu la chance de voir ça. Ils ont joué le jeu, pour 20 minutes, ils ont fait rentrer leur meilleur joueur pour 20 minutes. Non, je suis pas d'accord, c'est une stratégie aussi, Alex. C'est une stratégie. L'entraîneur des Stormers l'explique à la fin du match qu'il voulait tenir le match et qu'après il voulait tout faire exploser dans les 20 dernières minutes. Donc arrête, on peut accepter, pas accepter. Tu vas pas y croire quand même. On va pas y croire. Pour le coup, il y avait des internationaux sur la pelouse, Alex. C'est comme les Rochelais, ils vont me dire que là ils vont essayer de tenir une heure. Non, mais les Stormers qui sont deuxième du RC, ils envoient pas leurs meilleurs joueurs sur le terrain titulaire. Attends. Pour moi en tout cas c'était une belle équipe, et en tout cas moi le format, oui, il a ses défauts, mais il a surtout ses défauts parce que les équipes ne jouent pas le jeu. Ouais, mais tu te rends compte, tu finis 8ème du championnat d'Angleterre en poule, tu gagnes un seul match, tu peux te retrouver en 8ème. Le souci c'est qu'il y a 10 ans en arrière, il n'y avait pas de 8ème de finale, on passait directement au quart et le niveau était relevé. Mais après effectivement moi en tout cas il me dérange pas plus que ça. Il faut aussi laisser la chance au produit. Les poules ont pas d'intérêt non plus. Je veux dire, tu gagnes 2 matchs, t'es qualifié. Les équipes elles jouent que les matchs à domicile quasiment. C'est comme en top 14 sur la saison régulière par exemple. Non mais le problème de base, c'est Spanghero. C'est ça, le top 14, il y a autant d'impasses que ça aussi. Juste on en le dimanche soir, il y a des impasses à tous les sens. Oui, mais on parle d'un côté d'un feuilleton de 26 journées. On parle d'un côté d'un feuilleton de 26 journées de saison régulière, et de l'autre de 4 matchs de phase de poule. J'allais le dire. Qui met la grosse équipe à Ernest Vallon? Qui met la grosse équipe à Ernest Vallon? J'entends. Philippe Spanghero, aujourd'hui on a 24 clubs dans cette Champions Cup. D'accord? 8 françaises, 8 anglaises, 8 du RC. On sait tous que c'est trop. Il y a trop de clubs impliqués dans cette compétition. Mais est-ce qu'on peut pour autant faire demi-tour? Parce que ça voudrait dire aussi couper sur les potentielles rentrées d'argent, du coup, si t'en enlèves. Rentrée d'argent pour les clubs, tu veux dire? Pour les clubs, et puis même pour la compétition. Si demain on dit on passe de 24 à 16 clubs, tu vois 4 par tu fais quoi? Pour la compétition, c'est pas évident. Tu peux faire 18, tu vois, 18 par tu fais 6 par championnat. Pour la compétition, c'est pas évident qu'ils perdent beaucoup d'argent, pour une raison simple, c'est que comme je le disais, l'économie principale reposant sur les droits télé. Non, mais l'économie reposant principalement sur les droits télé et sur les partenaires. Si le produit est meilleur, qu'il y a plus d'incertitudes sportives, que les stades sont pleins, il y aura moins de matchs, et que chaque week-end il y a du spectacle. Oui, mais ils sont pas impactés sur la billetterie. Tu comprends ce que je veux dire? Ok, ils vont bien sûr, mais le diffuseur, il paye pour un nombre de matchs aussi. Oui, mais le diffuseur déjà il paye pas. Matchs. Non, mais le diffuseur il paye pas déjà aujourd'hui. Si tu veux les échelles payées par rapport à ce qui est censé être la qualité de ce produit, c'est dérisoire. Et par exemple, franchement, si on vient à 18 clubs, 6 par 6, ce serait déjà bleu, ce serait plus intéressant. Et la challenge aurait de l'intérêt peut-être. Et la challenge aurait peut-être de l'intérêt. Oui, parce que alors là, actuellement, la challenge, alors on va avoir un super Ulster La Rochelle ce soir, avec 9 premières lignes, dans la feuille de match de La Rochelle, donc on va rigoler. Mais la Challenge Cup aujourd'hui, c'est la cour des miracles. Enfin, franchement, tu mets une équipe de nationale, elle peut peut-être aller chercher 1 ou 2 points, quoi. Déjà, les espoirs de La Rochelle se qualifient en quart. Les juniors de La Rochelle, c'est les crabos, quoi. Merci en tout cas, Philippe Spanghero, et on en parlera évidemment tout au long du week-end avec toi.